Alors qu'aux États-Unis, dans les années 80, on pouvait compter plus de 200 bars lesbiens sur le territoire, en 2019, un groupe de chercheurs a déclaré qu'il n'en restait plus qu'une quinzaine encore ouverts à l'heure actuelle. À Bruxelles, sur les 5 bars lesbiens qui ont existé depuis le début du XXe siècle, il n'y en a plus aucun d'ouvert. À New York, il ne reste plus qu'un bar lesbien, et à Paris, on peut en compter 2 ou 3, mais sachant qu'ils deviennent de plus en plus mixtes. En 2013, c'est le bar lesbien du quartier de Soho à Londres qui s'appelait le Candy Bar qui a fermé ses portes. Et à San Francisco, le dernier bar lesbien qui était encore ouvert dans cette ville a fermé ses portes en avril 2015 après 18 années d'ouverture. On peut constater depuis 20 ans une disparition quasiment totale des bars lesbiens dans les capitales occidentales, alors que les quartiers gays, les bars gays ou les boîtes gays restent ouvertes et se portent à merveille. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Quand on fait un peu des recherches sur les bars lesbiens qui ont pu exister, sur l'histoire des bars lesbiens, les premiers articles qui apparaissent sont des articles qui vont essayer de nous retracer quel serait le premier bar lesbien qui n'aurait jamais existé, et pourtant faire ce genre d'affirmation est quasiment impossible. Notamment parce que les bars lesbiens ont longtemps existé dans une certaine clandestinité, et ils se faisaient connaître par le bouche à oreille à cause d'une répression policière et même civile très très violente. Cette clandestinité des bars lesbiens a rendu en fait le travail des historiens, le travail d'archives pour connaître un petit peu l'histoire de ces bars beaucoup plus difficile. Ce manque d'archives a été un frein très important à justement l'écriture de cette histoire lesbienne et cette histoire des bars lesbiens. Dans son travail sur les bars lesbiens à Bruxelles, Émilie Martineau nous explique que quasiment les seules archives qui ont permis à Charlie Herbin de trouver des traces des bars lesbiens qui ont existé dans les années 50-60, ça a été en fait les archives de la police où il recensait notamment les attentats à la pudeur entre femmes. Mais l'histoire lesbienne ne souffre pas que d'un manque d'archives, elle souffre aussi un petit peu d'un manque d'intérêt de la part des chercheurs et des historiens sur la question des lieux de rencontre lesbiens et sur l'histoire lesbienne en général. Là où de très nombreuses recherches universitaires ont pu porter sur l'homosexualité masculine, sur les quartiers gays, les bars gays, etc., l'histoire lesbienne et l'histoire des bars lesbiens, des lieux de rencontre lesbiens, sont souvent à peine mentionnées dans ces travaux, ou mentionnées très vaguement, mais elles ne sont que très rarement le sujet principal de ces recherches. C'est seulement récemment au fait que des historiennes et des chercheuses, souvent lesbiennes elles-mêmes, se sont penchées réellement sur cette histoire et sur une façon de produire des archives et de pouvoir la raconter. Et c'est pour ça qu'on va commencer cette vidéo avec un petit peu d'histoire sur tout ce qui a été le bar lesbien dans les grandes capitales occidentales depuis le début du XXe siècle. Berlin, dans les années 1920, était quasiment l'une des villes les plus ouvertes d'esprit de l'Europe. Il y avait un bouillonnement culturel très important et l'homosexualité était quasiment tolérée en fait. Il y avait de nombreux cabarets où des personnes homosexuelles pouvaient se rendre, et il y avait vraiment une certaine tolérance à l'égard de la culture homosexuelle et des lesbiennes. À Paris, au début du XXe siècle, on pouvait trouver un endroit qui s'appelait le Monocle et qui était considéré comme un lieu de rencontre lesbien très important. Le Monocle se présentait comme un cabaret pour femmes où les femmes pouvaient venir se draguer et s'embrasser sans avoir peur d'être jugées. Cette première boîte de nuit lesbienne était tenue par une femme à l'allure plutôt masculine qui se faisait appeler Lulu de Montparnasse. Elle détenait aussi un autre cabaret dans la ville. Ce lieu a vu passer des femmes plutôt connues, à l'instar de Marlène Dietrich, la célèbre actrice, et de Frédé. Ce lieu était fréquenté souvent par des femmes d'une classe plutôt aisée, elles y portaient des costumes 3 pièces, des coupes au carré et elles fumaient souvent le cigare. Les femmes des classes plus populaires étaient elles associées à une masculinité beaucoup plus vulgaire et en fait on allait associer la femme beaucoup plus masculine à une femme plus prolétaire en fait finalement. Malheureusement, vers la fin des années 30 avec la montée du nazisme, l'hostilité envers les homosexuels est devenue de plus en plus forte et les lieux de rencontres lesbiens et gays ont fini tous par fermer les uns après les autres, et évidemment Berlin, qui était aussi cette capitale de bouillonnement culturel, a vu tous ces cabarets et ces progrès envers la tolérance et l'acceptation de l'homosexualité disparaître d'un seul coup. Les lesbiennes et les gays ont donc été renvoyés au placard jusqu'à au moins la fin de la guerre. Le lieu, le Monocle, réouvrira un peu plus tard, d'abord sous le nom du Lolita quand il sera tenu par un homme gay, et ensuite par une femme à nouveau qui s'appellera Pascal et qui va nommer le lieu le New Monocle pour faire une référence historique au lieu que ça a été avant la guerre. On peut encore apercevoir à Paris la devanture du Monocle, même si elle est devenue plutôt triste. Aux États-Unis, il y a 2 lieux qui sont considérés comme un peu les premiers bars lesbiens. Le premier qu'on cite très souvent est le Eve's Hangout, qui est un lieu qui a été fondé en 1925 par un couple et qui était placé dans un quartier qui était réputé pour être un quartier plutôt bohème et intellectuel. À l'entrée de ce lieu, qui était pas tellement un bar mais plutôt un salon de thé, on pouvait voir une pancarte qui indiquait Men
are admitted but not welcome, ce qui veut dire les hommes sont admis mais ne sont pas les bienvenus. Dans cet endroit, on pouvait assister à des concerts, à des lectures, des rencontres où on parlait d'amour entre femmes. Ce lieu est donc devenu un refuge pour les lesbiennes, mais aussi pour beaucoup de migrants et de personnes des classes populaires en général. Il était également fréquenté par pas mal d'artistes et d'intellectuels du moment. Cependant, ce qu'on pourrait considérer comme le premier bar lesbien à proprement parler, ce serait le Mona Club 440 à San Francisco, qui a été ouvert en 1936. Il a été fondé par Mona Sargent et son mari, et il était également considéré comme un bar plutôt bohème et intellectuel. Il attirait beaucoup d'artistes, d'intellectuels et aussi ceux qu'on appelait les déviants sexuels finalement. On pouvait assister dans ce bar à des shows de drag king et la gérante du bar disait même que son bar était un lieu où les filles pouvaient être des garçons. La clientèle de ce bar était particulièrement intéressante puisque on pouvait y retrouver beaucoup de lesbiennes mais aussi beaucoup de femmes supposées hétérosexuelles dont le mari était parti à la guerre. Dans les années 40, 50, 60, de plus en plus de bars ont ouvert aux États-Unis mais aussi à Amsterdam, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. À l'époque aux États-Unis, beaucoup de bars lesbiens et gays aussi étaient en fait détenus par la mafia. Ces bars lesbiens et gays leur permettaient en fait de gagner de l'argent de manière facile, alors que pour des homosexuels ou des lesbiennes c'était très difficile d'ouvrir des bars en tant qu'eux-mêmes, sachant qu'ils étaient reconnus comme homosexuels. À New York par exemple, il y avait eu une interdiction de donner des licences pour vendre de l'alcool à des homosexuels. On n'avait pas le droit de vendre de l'alcool aux homosexuels et donc aux lesbiennes. La plupart de ces bars lesbiens étaient donc possédés par des hommes puisqu'on considérait qu'on ne pouvait pas faire confiance à des femmes avec l'argent, mais ils étaient souvent tenus à l'intérieur par des femmes. Et il y avait aussi pendant une très longue période, les femmes n'avaient juste pas le droit en fait de posséder un bien sans la signature de leur mari. Les bars étaient le plus souvent clandestins, ils avaient souvent par exemple une devanture qui était une devanture d'un autre magasin ou une porte de maison qui semblait totalement normale. Parfois il fallait même connaître un mot de passe pour pouvoir y entrer qui était partagé au bouche à oreille. L'accès à ces bars était très limité pour éviter notamment les raids de police mais aussi pour que les homosexuels puissent vivre en cachette et en paix pour ne pas être reconnus par exemple par des collègues. Oh. Are you a friend of Dorothy? Les bars mafieux arrivaient parfois à payer la police pour éviter certaines arrestations ou certains raids, mais les raids policiers dans les bars restaient quand même très très fréquents. Ces raids étaient d'une très grande violence et ils touchaient particulièrement en fait les butch, donc c'est-à-dire les femmes très masculines, et aussi celles qu'on appelait à l'époque donc les passing women ou les drag queens, qui en fait on les appellerait aujourd'hui des femmes trans tout simplement, mais à l'époque c'était comme ça qu'on les appelait. La raison pour laquelle les butch et donc du coup les drag queens ou passing women étaient particulièrement arrêtés, c'était notamment parce que à l'époque aux États-Unis il y avait un espèce de dress code qui disait que chaque personne devait porter au moins 3 vêtements qui étaient en concordance avec son genre. C'est une loi qui est évidemment très arbitraire, très ambiguë, mais qui permet en fait d'arrêter par exemple des lesbiennes très masculines qui vont porter des cravates, des chemises et des caleçons. Joanne Nessel, une écrivainte et féministe de ces années-là, se souvient d'une jeune butch qui avait fait exprès de coudre de la dentelle à ses chaussettes pour pouvoir passer justement ce code et ne pas être hors la loi. Dans Stone Butch Blues, le roman de Leslie Feinberg, on a pas mal en fait de descriptions de ces violents raids et de ces attaques policières sur les bars lesbiens. On peut lire des très longues scènes de violence et de stratagèmes qui étaient mis par la police pour bloquer les lesbiennes dans le bar pour ne pas qu'elles s'enfuient. Et aussi on a une longue description de toute la violence qui était faite à ces lesbiennes une fois qu'elles étaient arrêtées, avec des scènes qui étaient des scènes d'humiliation, de violence très fortes et quasiment de torture, avec certaines qui étaient par exemple brûlées avec des mégots de cigarettes, battues, insultées ou même agressées sexuellement par les policiers. On a vite compris que les flics mettaient toujours leur camion juste devant la porte du bar et ils laissaient des chiens menaçants pour nous empêcher de sortir. On était pris au piège. Tu te rappelles de cette soirée où tu es resté avec moi à la maison, quand j'étais tellement malade? Cette soirée-là, tu t'en souviens, je pense. Les flics avaient embarqué la plus stone des butch pour la détruire en l'humiliant. On a entendu dire qu'ils l'avaient déshabillée lentement devant tout le monde et qu'ils avaient ri d'elle alors qu'elle essayait de cacher sa nudité. Plus tard, elle s'est pendue. La loi disait qu'on devait porter au moins 3 vêtements féminins. Nous n'avons jamais changé de vêtements, pas plus que nos compagnes drag queens. On savait, et toi aussi, ce qui allait arriver. Pour pouvoir survivre à ça, on avait besoin de garder nos manches retroussées et nos cheveux ramenés en arrière. Je ne t'ai jamais dit ce qu'ils nous faisaient, une fois en bas.
les Traves dans une cellule, les Stone Butch dans une autre. Ils traînaient nos frères hors des cellules. Ils les giflaient et les frappaient. Ils menottaient le poignet d'un frère à sa cheville, ou ils l'enchaînaient le visage contre les barreaux. Parfois, on croisait le regard de la victime terrorisée ou de celle qui allait suivre, prise dans l'angoisse de la torture, et on disait doucement « Je suis avec toi, mon chou. Regarde-moi, ça va aller. On va te ramener chez toi. » On ne pleurait jamais devant les flics. L'extrait que vous venez d'entendre, c'est la lecture du premier chapitre de Stone Butch Blues dans un podcast qui s'appelle Le Masque et la Gouine, et cet épisode est très touchant et très très bien fait, donc je vous conseille absolument d'aller l'écouter, et je vous conseille également de lire Stone Butch Blues, qui est un roman qui apporte beaucoup de choses en termes d'histoire lesbienne. La culture dans les bars dans les années 40-50 était une culture très largement de classe populaire. Ces bars étaient fréquentés par des lesbiennes qui très souvent travaillaient à l'usine tout simplement. L'une des raisons en fait de cette présence majoritaire de femmes de classe populaire, c'est que se rendre dans ces bars était quand même quelque chose de très dangereux, et les femmes de classe plutôt moyenne ou aisée considéraient qu'elles avaient bien plus à y perdre que les femmes plus précaires qui étaient aussi habituées en fait à recevoir beaucoup plus de violence de manière quotidienne. Les femmes aussi plutôt bourgeoises de classe moyenne sup avaient tendance aussi à beaucoup rejeter les butch en fait, qui étaient considérées comme beaucoup trop masculines et qui ne rentraient pas dans leur projet de respectabilité du lesbianisme. Elles voulaient donner une image du lesbianisme qui restait quand même dans les codes de la féminité bourgeoise, et avec ces butch très masculines qui se voyaient, qu'on comprenait comme des déviantes de leur genre, on ne pouvait pas trop passer inaperçu. La culture dominante de ces bars à l'époque était la culture dite butch femme, avec des couples formés avec des femmes d'allure plutôt masculine et des femmes d'allure plutôt féminine. Il y avait en fait toute une série de codes et de rituels, on va dire lesbiens, qui découlaient de ces deux rôles. Cette culture a largement été décriée et ridiculisée par notamment les lesbiennes féministes des années 70, qui étaient donc des femmes de catégorie plus aisée qui ont commencé dans les années 70 à fréquenter ces bars. J'ai déjà expliqué beaucoup plus en détail les spécificités de la culture butch femme dans ma vidéo sur les butch, que je vous laisse aller voir si vous voulez un peu plus de détails sur tout ça. Dans la vidéo, je prends un peu la défense de cette culture qui est jugée de manière très péjorative en général, surtout par des lesbiennes de notre génération ou des lesbiennes plus féministes et éduquées. Par exemple, sur la page Wikipédia qui revient sur l'histoire des bars lesbiens, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu un passage qui jugeait que cette culture butch femme était une culture totalement hétérosexiste et binaire, et donc qu'elle était à rejeter complètement, alors que je pense qu'il ne faut pas oublier que la culture butch femme était aussi une culture de résistance lesbienne très importante pour l'époque. Malgré une image qu'on peut avoir plutôt fantasmée de la communauté lesbienne de cette époque, des bars lesbiens, de tout ça, il y avait un énorme problème de racisme dans ces bars. Le sujet du racisme est un petit peu abordé dans Stone Butch Blues, mais un petit peu de manière parcellaire et pas genre très approfondie. Il y avait une forme de ségrégation en fait qui prenait place dans beaucoup de bars lesbiens à l'entrée, avec notamment des quotas de lesbiennes noires qu'il fallait respecter, qui étaient donc des quotas plutôt officieux. C'était pas genre officiellement marqué qu'il fallait respecter ces quotas, mais c'était fait en douce par les patronnes blanches et la clientèle blanche aussi. Par exemple, dans certains bars, on considérait qu'il ne fallait laisser rentrer que 2 ou 3 lesbiennes noires par soirée. Bonnie and Clyde's would only let in maybe 2 to 3 black women, this sort of unspoken race-based quota at the door. En 2019 également, Gwendolyn Stegall a écrit sur une politique qu'elle appelle une politique du carding, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup plus de contrôle d'identité aux lesbiennes noires dans les bars pour essayer de trouver une raison de les exclure. Elle a aussi documenté le fait que certains dress codes étaient faits exprès pour exclure les lesbiennes noires de ces endroits-là. Les lesbiennes noires, du coup, préférant en général soit fréquenter des bars hétéros, mais qui étaient réservés aux noirs, ou majoritairement avec une clientèle noire, ou alors les lesbiennes ou les personnes noires LGBT en général organisaient des soirées privées dans leurs maisons ou dans leurs appartements qu'ils appelaient les house parties, afin de se retrouver dans un espace où elles pouvaient être en sécurité et où elles ne seraient pas non plus confrontées au racisme des lesbiennes blanches. Dans la série League of Their Own, on a une bonne représentation en fait de ce qui était un petit peu près ces house parties entre personnes LGBT noires. Dans les années 70, 80, 90, les bars lesbiens deviennent donc plus mixtes en termes de classe sociale, puisque les femmes de milieux plutôt aisés commencent à les fréquenter à leur tour. La culture butch femme va donc progressivement disparaître plus ou moins, surtout sous la critique des lesbiennes féministes, mais elle va aussi un petit peu réapparaître dans les années 90. Les bars lesbiens deviennent alors un lieu où les lesbiennes peuvent débattre
débattre et s'organiser politiquement, notamment pour les mouvements féministes et lesbiens ou LGBT en général. C'est notamment après l'épisode de Stonewall en 1969 que cette culture politique va vraiment s'imprégner dans les bars. C'est-à-dire que ces bars deviennent vraiment des endroits où on s'organise pour ces mouvements politiques. Marlene Colburn, qui a cofondé la première Dyke March de New York, se souvient avoir fait beaucoup de fêtes, un peu de recrutement dans des bars lesbiens, que ce soit pour la Dyke March ou pour les Lesbian Avengers. À Paris, on voit apparaître plusieurs discothèques et bars lesbiens, notamment le Katmandou sur la rive gauche, qui a été fondé par Elula Perrin et Aimé Maury. D'autres bars lesbiens apparaissent et disparaissent au fil du temps tout autour, dans Paris, mais aussi plutôt du côté de la rive gauche et plus loin en fait du Marais, puisque le Marais est surtout un quartier réservé aux homosexuels. C'est un quartier qui se gentrifie tout doucement, qui est beaucoup plus commercial et touristique. Dans leur travail sur la géographie des espaces lesbiens à Paris, Nadine Catan et Anne Clerval indiquent que la proximité aussi de certains bars lesbiens pouvait créer par moments des espèces de micro-territoires lesbiens, où sur certains boulevards ou certaines rues on pouvait voir beaucoup de lesbiennes passer à certains moments dans la nuit, les samedis soirs, etc. Mais malheureusement ces petits territoires lesbiens ont jamais réussi à vraiment perdurer et s'implanter autant que par exemple le Marais en tant que quartier gay. Les lesbiennes créent donc des bars pour elles-mêmes et pour se retrouver entre elles, et pour s'amuser en fait, tout simplement pour rigoler et faire la fête et avoir des lieux plutôt festifs. Parce que comme c'était un des premiers bars en tout cas, comme on dit, et où on avait envie de construire une culture lesbienne, on avait envie de se retrouver, d'inventer une communauté qui n'existait pas encore, et que moi je tenais à ce que cet endroit, ce bar, devienne un endroit où les femmes se sentaient en sécurité et puissent se retrouver, se raconter, et même ce qu'on a fait dès le début, on se comptait. Parce qu'à l'époque, comme il y avait très peu d'endroits, on a été très étonnés très vite de voir qu'il y avait en fait autant de lesbiennes à Paris. Et du coup, d'abord on draguait pas, on était genre en train de se regarder, de se rencontrer, de se raconter. Il y avait pas mal en fait de bars lesbiens, et la différence de population entre ces bars se faisait souvent sur le style de musique qui était passé dans les bars. C'était un élément assez important qui allait distinguer les populations de lesbiennes qui allaient se trouver dans un lieu ou dans un autre. Certains bars étaient réservés plus à la musique électro, il y avait des bars qui étaient plus punk, plus lesbiennes en cuir, etc. Et il y avait aussi même des bars lesbiens qui revendiquaient des pratiques BDSM ou des trucs comme ça. Je pense notamment aux bars lesbiens à Londres dans les années 70-80, comme on peut le voir dans le documentaire Rebel Dykes. We wanted to start this S&M club in London. On retrouve dans ces années-là beaucoup de soirées dansantes, une certaine revendication de libération sexuelle en fait qui était très prégnante dans les années 60-70, et surtout une très grande envie de faire la fête. Il y avait quand même tout un tas de soucis qui étaient liés à l'organisation et la création de ces bars lesbiens, notamment les politiques de mixité ou non mixité, qu'est-ce qu'on décidait, comment on faisait pour être juste entre femmes en fait. Moi c'était simple, scandalo, les garçons ne pouvaient venir que le mardi, terminé. Et on était hyper radical là-dessus. À Bruxelles, il y a des groupes de lesbiennes qui organisaient des soirées privées afin de faire en sorte que la police ou des casseurs de lesbiennes, comme on les appelait, ne pourraient pas rentrer. Et le fait d'appeler ça des soirées privées permettait de contrôler qui pouvait entrer ou non dans ces soirées. Dans ces lieux et dans les bars lesbiens en général, on privilégiait souvent la musique jouée par des femmes et des animations en fait faites par des femmes, souvent lesbiennes, en fait majoritairement lesbiennes, à qui on donnait la priorité. Et il y avait vraiment une solidarité qui était très importante à faire passer en fait les lesbiennes au premier plan. À Bruxelles, dans ces soirées-là, les lesbiennes s'organisaient pour contrôler en fait l'entrée et assurer un service de sécurité. Ces équipes étaient souvent formées des lesbiennes qui savaient pratiquer des sports de combat et qui ont été notamment en fait des pionnières de groupes d'autodéfense féministe après ça. L'une des discothèques lesbiennes dont on peut souvent entendre parler et qui est souvent très regrettée, c'est le Pulp, qui a fermé ses portes en 2007. Le Pulp se décrivait un peu comme une soirée pour les filles où les garçons aimaient venir aussi. C'était reconnu quand même comme un bar lesbien, et sur les questions de mixité ou non mixité, en fait, on autorisait les hommes à rentrer à condition qu'ils soient accompagnés par une femme. Et si les raids de police violents, comme on a pu les observer dans les années
40, 50, 60 n'étaient plus trop au goût du jour, il y avait quand même un certain harcèlement policier qui persistait autour de ces bars. C'était souvent soit les policiers directement, soit le voisinage qui essayait de faire en sorte toujours de fermer ces bars et de leur nuire, toujours en prétextant par exemple des nuisances sonores ou des problèmes de bruit, d'alcool, des choses comme ça. Mais ce qui dérangeait en premier lieu, c'était vraiment le fait qu'il y ait une présence lesbienne importante dans certains lieux. C'est le cas par exemple du Katmandou, la boîte lesbienne dont on a déjà parlé, et qui était irréprochable selon la police elle-même, mais qui faisait l'objet d'un harcèlement de la part des voisins qui ne pouvaient pas supporter cette présence lesbienne dans leur immeuble en fait. En 1990, lorsque de nouveaux locataires sont arrivés, les charges ont commencé à être de plus en plus importantes à l'encontre du Katmandou, et des personnes qui étaient plutôt proches du pouvoir en place selon Elula Perrin, donc l'une des créatrices de ce bar, ont réussi finalement à faire fermer la boîte pour cause de bruit. Elula Perrin déclare alors « Désormais, les parents peuvent laisser leur chérubin passer devant le 21 rue du Vieux Colombier, c'est une maroquinerie de luxe. Bourgeois, dormez en paix. » D'autres tenancières de bar racontent tout à fait le même type de harcèlement en fait de la part du voisinage. C'est une pratique assez courante pour essayer d'évincer les lesbiennes de ces quartiers. Et donc je suis allée m'installer au Bosbo, qui était rue de Montmorency dans le 3e. Et celui-là a été vraiment fermé par les flics, parce qu'ils pensaient qu'en fait, moi en m'installant, en ayant une certaine notoriété dans le Marais du 4e arrondissement, et en m'installant dans le 3e, ils pensaient que le 3e allait aussi devenir un Marais bis. Donc ils m'ont fait des pires misères, avec pression, insultes, convocation, avec harcèlement, humiliation, etc. Et donc j'ai fermé le bar avant qu'ils me le ferment. Ils ont été très déçus. Mais j'ai un peu gagné là-dessus. Donc voilà, en gros, c'est mon histoire. Le bar lesbien depuis le début du XXe siècle est donc un enjeu important qui revient sans cesse et qui permet de souder et de créer en fait réellement une communauté lesbienne. Le bar lesbien est vraiment un lieu de résistance lesbienne. Il permet l'organisation politique des lesbiennes, le fait de se retrouver, de débattre et de partager des expériences qui ne vont pas être jugées comme elles le sont dans la société hétérosexuelle. I can think of no place better to have suspense and a real eerie feeling of decadence than a lesbian bar. Because lesbians are outlaws. We've always been outlaws, and I hope we always stay outlaws. And lesbian bars are our secret hiding places. Ces bars permettent aux lesbiennes en fait de trouver un refuge et parfois de se faire une famille choisie lorsque les familles qui sont censées être les familles on va dire de sang biologique, ne sont pas à la hauteur ou abandonnent et foutent à la rue complètement les lesbiennes. Ça permet aux lesbiennes d'avoir un lieu qui n'est ni leur foyer, ni leur boulot, ni l'extérieur ou la rue en fait, pour se retrouver et s'embrasser, se draguer en paix sans avoir à craindre de violence en fait directe de la part de gens dans la rue. Elles apprenaient dans les bars lesbiens à riposter ensemble et à avoir une certaine solidarité face à la violence qu'elles pouvaient subir quotidiennement. Elles apprennent en fait à se battre très littéralement en fait contre la violence qui leur tombe dessus tout le temps. Il ne faut pas sous-estimer aussi le pouvoir de ces lieux en fait communautaires pour s'aider à trouver des emplois, pour se construire un réseau professionnel, se donner des opportunités et avoir une certaine démarche de solidarité et d'entraide envers les lesbiennes les plus précaires finalement. Les bars et discothèques lesbiennes permettent donc de créer une communauté au sens propre, parce que c'est pas parce que plein de lesbiennes existent qu'il existe une communauté lesbienne. Une communauté, il faut que ça se crée, il faut que ces lesbiennes rentrent en lien en fait, et ces lieux, ces bars permettent de créer réellement une communauté lesbienne. Et cette communauté, elle a un sens puisqu'elle permet d'améliorer la vie des personnes qui les fréquentent. Le bar en plus c'est un espace au départ qui est très masculin en fait. Le bar c'est l'endroit où l'homme va après son travail alors que la femme est cantonnée chez elle. Le fait de s'approprier un bar comme un espace qui est quasiment exclusivement féminin et en plus lesbien, c'est quelque chose de très fort en fait. Les lesbiennes tout au long du XXe siècle parlent des bars lesbiens souvent avec nostalgie et parlent de leurs expériences dans les bars lesbiens comme des expériences plutôt fondatrices pour les lesbiennes qu'elles ont été et pour leur vie en général. Elles se souviennent aussi de la violence et de la bataille que ça a été pour conserver des lieux comme ceux-ci, et c'est vraiment important de le rappeler, c'est important de raconter cette histoire des bars lesbiens et de cette violence pour se rappeler en fait de leur combat. That's why we want to keep places like the Cubbyhole open, so that our younger generation can also experience the camaraderie
that we experience, and hopefully also gain some of that history that you're talking, because they don't seem to know the history. They don't seem to know how hard we fought. Ces lieux ne sont évidemment pas à suridéaliser non plus en fait, puisque le fait d'être dans un bar lesbien ça n'annule pas toutes les oppressions qui existent en général dans le monde. On a parlé notamment du racisme, mais on peut parler aussi de transphobie et je pense de plein d'autres choses qui n'étaient pas terribles dans ces lieux. Je sais qu'il y avait aussi une certaine violence même entre les femmes en fait qui fréquentaient ces bars. C'est-à-dire que dans Stone Butch Blues par exemple on parle beaucoup de butch qui se battaient énormément entre elles, de lesbiennes qui se battaient entre elles, et pareil dans les boîtes en France j'ai vu des témoignages qui parlaient d'une violence assez importante entre les femmes qui fréquentaient ces bars, mais cette violence est à replacer aussi dans un contexte de personnes en fait qui subissaient une violence qui était très forte au quotidien, une répression très forte au quotidien et qui rend en fait les personnes plus violentes en général et même entre elles du coup. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'à l'époque il y avait énormément de violence dans la communauté, et notamment tous les vendredis, tous les samedis, c'était la fête générale. Donc ça, chez les nanas, ça existe. Nous à cette époque-là, on avait énormément de bagarres. C'était récurrent, c'était tous les vendredis, tous les samedis, et c'était violent. Hein. C'était pas je te pousse. C'était comme tu dis, des verres cassés, tout ça, machin, c'était beaucoup de choses. Alors moi, bon, j'ai voulu dans un autre milieu, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se passe mieux, qu'il y a peut-être, je ne sais pas, plus de communication, plus de tolérance. Mais à l'époque, et je pense que c'était aussi au niveau du contexte social, parce que l'époque n'était pas facile pour nous, parce qu'on était cachés, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui on est toutes visibles, hein. À l'époque on était invisibles. On n'était pas souvent acceptés, on était très souvent victimes de violences. Et donc alors que ces lieux se sont multipliés tout au long du XXe siècle et ont été un pilier très fort de l'histoire lesbienne, de la culture lesbienne, ils semblent petit à petit disparaître des capitales occidentales depuis à peu près 20 années, depuis le début du XXIe siècle. En 2007, comme je l'avais dit, le mythique Pulp a dû fermer ses portes et les lesbiennes de ma génération, dans la vingtaine, enfin dans le début de vingtaine, et je pense les lesbiennes de 17, 18, 19 ans, n'ont pas fait l'expérience du bar lesbien pour la grande majorité en fait. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette disparition? Est-ce que le bar lesbien doit être considéré comme un objet qui appartient uniquement au passé? La lente disparition des bars lesbiens depuis le début du XXIe siècle est à attribuer à de multiples facteurs et de nombreux articles et personnalités lesbiennes se sont déjà plutôt penchés sur le sujet. En 2020 notamment, il y a Erika Rose et Elina Astrid qui ont lancé un projet intitulé le Lesbian Bar Project, où elles ont fait en fait une campagne de levée de fonds pour aider les 13 bars lesbiens restants aux États-Unis à faire face à leurs difficultés économiques et notamment après la crise du Covid en fait qui les a fragilisés encore plus. Elles ont réussi au total à collecter 118 000 $ qui ont été partagés équitablement entre les différents bars. À côté de cela, les commerces et les bars gays se portent merveilleusement bien. L'existence de quartiers gays persistent et ces quartiers deviennent même de plus en plus populaires, attractifs et rentables. La sociologue Marianne Lance explique à propos de Bruxelles que les bars tenus par les homosexuels n'ont fait qu'augmenter, souvent placés au centre des villes. Elle prend par exemple l'exemple de Bruxelles où il existe encore une quinzaine d'établissements gays qui sont des saunas, des cabarets, des boîtes de nuit, des bars, et qui se sont même regroupés tous ensemble dans une corporation commerciale. À côté de ça, comme on l'a dit, à Bruxelles, il reste 0 bar lesbien. Elle souligne que les hommes gays ont quand même été les premiers à bénéficier en fait des luttes LGBT collectives. La culture homosexuelle masculine est partiellement rentrée dans la culture dominante hégémonique, alors que la culture lesbienne est restée une culture quand même très marginal. On le voit notamment avec l'essor commercial des lieux gays, mais aussi avec la popularité, par exemple, on peut citer de RuPaul Drag Race récemment, qui était donc un élément de culture homosexuelle masculine, qui devient donc quelque chose de super mainstream et de super rentable. Dans leur étude sur Manchester, Pritchard et Hall montrent que les espaces homosexuels sont pourtant très importants en fait pour le développement des communautés homosexuelles et pour le bien-être des personnes homosexuelles, lesbiennes, etc. Mais que pour autant, il est très difficile pour les lesbiennes de se développer et de se construire dans des lieux gays en fait. Et il est très difficile en fait pour elles de s'attribuer ces lieux gays pour se développer, créer des liens, des communautés et avoir des espaces à elles. D'autant plus que ces espaces sont de plus en plus envahis entre guillemets par les hétérosexuels. La disparition des bars lesbiens a pu être parfois attribuée à des habitudes qui définiraient soi-disant le comportement des lesbiennes. On dit souvent que les lesbiennes n'aimeraient pas faire la fête ou qu'elles n'aimeraient pas sortir, ou alors que dès qu'elles se mettraient en couple, elles arrêteraient de fréquenter les bars. Pourtant, ces affirmations qui sont plutôt
fallacieuses ou en tout cas pas très vraies servent plutôt à cacher un problème en fait d'une ampleur économique et une réalité qui est beaucoup plus triste que ça en fait. C'est que derrière la disparition des bars lesbiens, il y a des difficultés économiques très concrètes liées au fait d'être des femmes qui gèrent ces bars. En effet, la disparition des bars lesbiens est attribuée en premier lieu à la gentrification des grandes villes, où la plupart des bars lesbiens ferment parce qu'ils sont dans une impossibilité de tenir le coup financièrement. Au départ, déjà, les lesbiennes étant des femmes ont de plus grandes difficultés à lancer des entreprises, puisque ça doit toujours passer par des négociations avec des hommes, et on va toujours les sous-estimer dans leur capacité à monter par exemple un bar et en faire une entreprise rentable. Et la tâche s'avère encore plus difficile quand c'est un projet de bar lesbien, puisque c'est une entreprise qui va s'adresser uniquement à des femmes aussi. Il est beaucoup plus difficile pour les femmes par exemple d'obtenir des prêts en fait pour monter ce genre de projet, et les stades de négociation passent toujours par des hommes du coup. Les femmes gagnent aussi en fait toujours significativement moins que les hommes, et à côté de ça les grandes villes se gentrifient et il devient donc de plus en plus difficile de trouver l'argent en fait pour ce type de projet quand on est une femme, et que les loyers pour monter un café, un bar, etc. augmente. De l'autre côté, les hommes en général et les hommes gays aussi peuvent posséder de plus de capital économique pour monter ce type de projet. Toujours dans ce problème des salaires qui sont plus bas pour les femmes, les bars lesbiens, puisqu'ils servent majoritairement une clientèle féminine, ils ne peuvent pas vraiment se permettre de monter beaucoup leurs prix, et ils ont aussi une certaine volonté de faire des prix pas trop chers pour que la plupart des lesbiennes puissent fréquenter ces établissements. Sauf que de l'autre côté, les hommes gays qui possèdent un capital économique plus important peuvent se permettre d'augmenter le prix des boissons, le prix des consommations, et d'avoir des business qui sont plus rentables. En résumé, à cause de la gentrification, dans de nombreux quartiers des grandes villes, les loyers augmentent, donc déjà les locataires les plus précaires, et donc souvent des femmes, sont obligés de s'excentrer de la ville, de sortir des centres-villes, et donc se retrouvent déjà plus loin des bars lesbiens. Mais en plus de ça, les loyers des bars en soi augmentent aussi, ce qui fait que pour les tenanciers des bars, ceux qui possèdent les bars, ça devient de plus en plus difficile de tenir les mois. Sauf que là où les bars gays peuvent se permettre d'augmenter le prix des consommations pour pallier à cette hausse des loyers, de l'autre côté, dans les bars lesbiens, étant des bars qui s'adressent majoritairement à des femmes, ils ne peuvent pas vraiment se permettre et n'ont souvent pas la volonté de vouloir augmenter les prix à ce point, et en général se retrouvent obligés de fermer par un manque de moyens financiers. Ils ne peuvent plus tenir le coup financièrement. Ces difficultés économiques sont vraiment la cause principale de la disparition des bars lesbiens depuis une vingtaine d'années. C'est vraiment la gentrification des quartiers et la dynamique commerciale des bars lesbiens qui ne sont pas du tout compatibles en fait les uns avec les autres. La disparition des bars lesbiens est donc en premier lieu un enjeu économique qui est causé par la marginalisation des femmes et donc des lesbiennes de fait dans une société capitaliste. Toutes les crises économiques vont toujours toucher beaucoup plus fort les personnes marginalisées et précarisées, dont les lesbiennes. Et les phénomènes de gentrification sont vraiment la cause principale de la disparition de ces lieux. Mais il n'y a pas qu'une seule raison à la disparition des bars lesbiens. Dans le HuffPost, Natasha Chetcuti, qui est l'autrice de Se dire lesbienne, explique aussi la disparition des bars lesbiens par la différence entre les cultures gays et lesbiennes. Elle dit: on a d'un côté la culture gay inscrite autour de la sexualité et des lieux commerciaux, et de l'autre celle des lesbiennes articulée autour du féminisme et de la politique. Des années 70 à 90, la socialisation se faisait entre les femmes dans des lieux politisés et emblématiques, mais l'engagement de cette génération s'est essoufflé. L'épidémie du sida a en effet changé la donne. Le militantisme s'est approfondi chez les gays et des associations comme ACT UP, tandis que les lesbiennes ont pris leur distance par rapport au mouvement politique, parce qu'elles étaient bien moins touchées par le sida. Cette désaffection du champ politique a fortement contribué à leur manque de visibilité et d'espace dédiés. Mais elle cite aussi en fait le déplacement de la culture lesbienne sur internet comme un des facteurs qui peut expliquer entre autres la disparition des bars lesbiens. En effet, avec internet, de plus en plus de lesbiennes peuvent trouver un sentiment de communauté et peuvent reconnaître d'autres personnes lesbiennes, des personnalités lesbiennes ou juste des personnes lambda lesbiennes qu'elles croisent sur internet, et avoir le sens de communauté justement que les lesbiennes pouvaient auparavant chercher dans les bars. Et avant, les lesbiennes n'avaient pas d'autres possibilités en fait que les bars ou les discothèques, les boîtes de nuit ou les lieux de rencontre physiques pour rencontrer des lesbiennes. Aujourd'hui, c'est assez différent et on peut être en contact et connaître des lesbiennes sans ne les avoir jamais rencontrées. Les applications de rencontres permettent aussi de faire des rencontres amoureuses lesbiennes, et donc du coup peut-être que pour certaines le concept du bar lesbien peut paraître quasiment inutile aujourd'hui, puisqu'on aurait déjà cet espace communautaire en ligne. Cependant en fait la communauté en ligne ne sera jamais aussi bénéfique en fait que la communauté réelle, la rencontre réelle dans des
des espaces dédiés qui permettent vraiment de fonder une culture et une solidarité qui est beaucoup plus concrète en fait entre les personnes de la communauté. Même si les applications de rencontres permettent des rencontres homosexuelles, qui étaient plus difficiles à avoir en dehors du bar lesbien auparavant, elles individualisent aussi beaucoup les trajectoires de vie lesbienne. Si certaines pensent que les applications de rencontres peuvent remplacer les bars lesbiens, elles oublient que en fait les bars lesbiens, avant même d'être un lieu de drague, en fait étaient aussi un lieu d'amusement, de fête et de communauté, de solidarité et de rencontres avec d'autres lesbiennes. C'était le fait de créer un espace quasiment hors du temps, hors de la société, où elles pouvaient exister ensemble. Les bars et les discothèques représentaient donc bien plus qu'un espace de drague et ne peuvent pas être remplacés simplement avec des applications de rencontres. Personnellement, je suis très attristée par cette espèce d'individualisation de la communauté LGBT et donc de la communauté lesbienne de fait, parce que je trouve qu'on parle très souvent de communauté, en fait communauté LGBT ou de communauté lesbienne, mais dans les faits, à part sur internet, je trouve qu'elle est assez peu tangible en fait cette communauté, parce que oui, il y a des associations, il y a des prides ou des trucs comme ça, mais en dehors de ça, il y a assez peu d'événements ou d'endroits où on peut vraiment se rencontrer en dehors des groupes d'amis qui sont personnels à chacun quoi. Pour un exemple très personnel, j'entends souvent dire que Lille ce serait la ville des lesbiennes, mais pourtant en fait il y a extrêmement peu d'initiatives lesbiennes ou de lieux lesbiens qui prennent vraiment place à Lille, et pourtant on parle tout le temps de Lille comme la ville des lesbiennes, donc peut-être qu'il y a plein de lesbiennes, mais elles sont chacun dans leur coin, et du coup c'est un petit peu dommage parce que ça permet pas de créer un sens de la communauté et du partage d'expériences, de vie et d'entraide en fait, alors qu'on pourrait tous en profiter, et je pense qu'on pourrait vraiment énormément bénéficier d'avoir des lieux comme ça pour se rencontrer entre lesbiennes, et je pense qu'on pourrait vraiment bénéficier en fait d'arrêter d'être dans des trajectoires aussi individualistes et de reformer concrètement en fait une communauté LGBT ou lesbienne. Certaines personnes citent aussi comme facteur de la disparition des bars lesbiens une sorte de désidentification beaucoup de jeunes femmes LGBT au terme de lesbiennes. Il y en a beaucoup plus qui vont se définir comme queer par exemple, et avec des termes plus vagues en fait pour définir leur rapport à leur sexualité, leur orientation sexuelle, et ces femmes là vont avoir tendance à privilégier des événements plus mixtes en fait. C'est aussi d'ailleurs un défi qui a relevé pour les bars lesbiens qui sont encore ouverts à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'accent qui est mis sur la question de mixité, non-mixité, comment on définit la non-mixité et tout, et c'est un problème qui revient de manière vraiment récurrente, et les bars ont tendance à essayer d'aller vers de plus en plus d'inclusivité. Ce qui est dommage en fait avec la disparition de ces lieux lesbiens, pour favoriser des espaces plus mixtes, c'est aussi que dans les lieux où il y a beaucoup d'hommes homosexuels, la culture homosexuelle domine également en fait, et c'est très difficile de s'y faire une place en tant que lesbienne ou en tant que femme LGBT en général pour trouver vraiment une place, une identité et faire communauté. Les femmes sont aussi marginalisées en général à l'intérieur de la communauté LGBT, que ce soit les femmes trans, les femmes lesbiennes ou les femmes bi, etc. C'est donc très difficile en fait pour les femmes en général de se faire une place et vraiment de prendre la place dans des lieux qui sont dominés par la culture gay. D'où pour moi la nécessité de lieux qui sont réservés aux femmes LGBT pour qu'elles puissent y développer un sens de la communauté et une culture en fait lesbienne ou une culture de femmes LGBT en général. En plus de ça, comme on l'avait dit un peu plus tôt, les femmes hétérosexuelles et les hétérosexuels en général ont tendance à de plus en plus venir dans les espaces qui sont au départ réservés aux populations homosexuelles, et ça aussi c'est un frein en fait au fait de créer réellement une communauté, notamment de lesbiennes. Et donc évidemment les soirées LGBT et les lieux mixtes en général ne sont pas à bannir du tout, et je veux dire, j'ai passé plein de moments incroyables dans des soirées LGBT en général, genre il n'y a pas à redire là-dessus, mais je pense qu'il faudrait en plus de ça, en plus de ces soirées mixtes, avoir des soirées, des lieux et des bars par exemple qui soient réservés uniquement aux femmes LGBT, qui soient réservés aussi uniquement aux lesbiennes. Émilie Martineau, dans son travail, encore une fois, parle du bar lesbien comme d'une sorte d'appropriation du temps. Celui qui est ni un temps de travail, ni un temps de famille, mais un temps de mise en relation, de divertissement et d'organisation politique. Elle dit, il ne s'agit pas de s'enfermer dans un entre-soi éternel, mais bien de garantir un espace-temps sans risque d'interruption ni d'envahissement de la conscience, un espace de temps d'auto-émancipation. Face au constat en fait de la disparition quasiment totale des bars lesbiens, notre génération se retrouve avec une certaine responsabilité. La responsabilité de créer de nouveaux lieux afin de conserver un sens de la communauté lesbienne. Et afin de permettre à notre génération, mais aussi aux générations futures, de connaître en fait les bienfaits de l'amour lesbien, de l'appréciation mutuelle, de l'entraide, de la fête entre nous. Il est absolument primordial à mon sens d'effectuer un travail de reconnaissance et d'archives en fait sur l'histoire des bars lesbiens, sur l'histoire lesbienne en général même,
lesbiennes, et pour essayer de voir en fait qu'est-ce que les lesbiennes qui ont existé avant nous ont fait. Je pense que déjà c'est quelque chose de très rassurant et de très bon, ne serait-ce que pour nous-mêmes, mais aussi pour reconnaître tout ce qui a été fait avant nous aussi, tout simplement. De reconnaître les combats de celles qui ont pavé la voie pour que notre existence aujourd'hui soit un peu plus tranquille. Il est super important en fait de travailler au partage de l'histoire lesbienne et au partage de l'histoire de ces bars, mais aussi à la recherche d'archives, aux recherches universitaires sur le sujet. Il est plus que nécessaire en fait de recueillir les témoignages des femmes qui ont été dans les bars lesbiens à cette époque, qui ont vécu cette histoire lesbienne, surtout que bien ça commence à être une histoire qui commence à dater. Les femmes qui vivaient à cette époque et qui ont connu les bars lesbiens deviennent en fait finalement de plus en plus âgées, et si on ne fait pas un travail d'archives maintenant, eh bien on risque en fait de perdre des sources et des témoignages qui sont absolument primordiaux et très importants pour construire cette histoire lesbienne et cette histoire des bars lesbiens finalement. C'est pour ça en fait que j'ai tenu à faire un point plutôt historique dans cette vidéo, parce que ça me paraissait très important en fait à mes yeux. Je pense qu'on gagnera toujours à savoir d'où on vient et à se renseigner sur ce qui a existé avant nous, ce qui a été fait avant nous, pour mieux comprendre en fait notre présent et ce qu'on peut faire après. Et puis je pense que si l'un des points à comprendre, c'est qu'il y a peu de gens en dehors de nous-mêmes, en dehors de nous les lesbiennes, qui s'intéressent à nous, et que donc du coup c'est aussi à nous de produire cette histoire là et de nous mettre notre énergie pour bien construire ces choses là, que ce soit l'histoire mais aussi aller de l'avant après ça. Donc je pense que vraiment si par exemple vous en avez l'énergie, le temps ou l'occasion de faire des recherches sur les bars lesbiens qui ont pu exister, ou les lieux lesbiens, les lieux de rencontres etc qui ont pu exister aux alentours de chez vous, dans vos villes, et de faire en sorte de récolter les témoignages de ces époques là, parce que y a énormément de gays ou de lesbiennes, enfin de personnes LGBT en général, qui peuvent garder des archives chez eux parce qu'ils ne veulent pas les donner à l'État ou à des endroits plus officiels, parce qu'ils ne leur font pas confiance et seraient beaucoup plus confiants de confier cette histoire là, ces archives là, à d'autres personnes LGBT finalement. Donc je pense que c'est vraiment hyper important de mener ce type de projet et de le faire avant que ce soit trop tard pour le faire en fait. Il y a des initiatives artistiques qui ont été aussi prises pour rendre hommage à cette histoire là. Je pense notamment à l'artiste Gwen Choquet qui a créé une exposition qui s'intitule Insights of Love and Fascination pour revisibiliser les espaces lesbiens, notamment dans ce contexte en fait de disparition de tous ces bars lesbiens. Elle s'est penchée beaucoup sur les décors des 4 derniers bars lesbiens ouverts à New York au moment où elle a fait cette exposition, le Cubby Hole, le Ginger, Henrietta Hudson et le Boom Boom. Elle s'intéresse à la manière notamment dont les décors racontent l'histoire et le langage qui a habité ces lieux. Elle prend comme exemple les murs des toilettes dans le bar le Ginger, qui sont recouverts de bouts d'articles, de magazines, de posters et de plein de petites sources en fait sur les lesbiennes qui ont été célèbres dans le sport, dans la musique, dans les médias, à la télé, dans des films, etc. On peut y voir quasiment 5 décennies de visibilité et d'histoire lesbienne juste en s'asseyant pour aller aux toilettes dans ce bar. Elle mentionne aussi la décoration du Cubby Hole qui est hyper intéressant, avec des tas de guirlandes qui sont accrochées sur les murs et qui sont changées très fréquemment, à l'exception de quelques objets qui restent toujours présents dans ce bar là. Dans cette exposition, elle a répliqué à l'identique 9 portes de toilettes de bars lesbiens que l'on peut observer tout en écoutant les voix des femmes qui ont vécu en fait dans ces bars lesbiens. Gwen Choquet a également réalisé un site internet qui s'appelle Addresses, où on peut retrouver une carte de New York avec tous les bars lesbiens qui ont existé à l'époque ou qui existent encore, et on peut cliquer en fait sur chacun de ces bars et voir un peu quelle était leur histoire, quand est-ce qu'ils étaient là, pourquoi ils étaient là, quel genre de soirée il y avait dans ces bars là, quand est-ce qu'ils ont ouvert, quand est-ce qu'ils ont fermé, donc tout un tas d'informations. Et c'est une façon en fait de revisibiliser l'histoire lesbienne qui fait les villes, parce que ces histoires là sont importantes et on peut ne pas forcément les voir en fait avec plein d'établissements qui ferment. On peut finir par oublier ou ne pas savoir que des pans de l'histoire lesbienne, des pans de culture lesbienne ont eu lieu dans ces endroits là. Ces initiatives sont super touchantes et importantes en fait, et Gwen Choquet nous rappelle à quel point il est important de garder des traces de notre histoire et de ne pas la laisser disparaître. Mais après le temps des archives vient aussi le temps de l'action. Les bars lesbiens ne doivent pas rester un objet du passé, et il y a des personnes qui travaillent activement pour faire en sorte que ça ne le reste pas, et pour maintenir en vie déjà les derniers bars lesbiens qui restent, et pourquoi pas en créer d'autres. Le travail d'Émilie Martineau qui s'intitule Le bar lesbien, un commerce en voie de réapparition à Bruxelles, qu'elle a fait en 2018, est extrêmement enrichissant à ce sujet, puisqu'il revient sur 4 esquisses de projets lesbiens, de bars lesbiens à Bruxelles, et elle essaye de comprendre les logiques militantes et commerciales qui se jouent derrière cette tentative d'ouvrir des bars lesbiens, derrière ces esquisses de projets de bars lesbiens. Le but est de comprendre les freins et les volontés qui poussent les projets lesbiens aujourd'hui, et comment cela pourrait amener
ou non à faire réapparaître des bars lesbiens à nouveau, des bars lesbiens permanents, des lieux de rencontres lesbiennes. Et il est très important de comprendre ces dynamiques en fait qui sous-tendent la disparition des bars lesbiens pour pouvoir réussir à les dépasser. Et cependant, même si la majorité des bars lesbiens ont disparu dans les grandes capitales occidentales, il faut pas oublier qu'il y a quand même des événements lesbiens qui perdurent, il y a des gens qui mettent énormément d'énergie à ce que ça dure. On peut citer en fait notamment pas mal de soirées lesbiennes qui sont organisées tout au long de l'année, à Paris principalement, qui sont des rencontres festives. On peut citer notamment le collectif Barbiturix qui a fait nombre de soirées. Maintenant je crois que ça s'appelle la Ouette, et la dernière avait lieu à la Machine du Moulin Rouge. Et en fait le collectif s'empare de différents grands espaces à Paris et fait des soirées pour les lesbiennes et les femmes queer afin de leur donner des rendez-vous. Elles peuvent s'amuser, faire la fête et se rencontrer. En fait le même type de choses que permettent un bar lesbien est permis aussi par ces soirées là en fait. Même si ce sont des soirées et des événements qui sont éphémères, ce sont des événements qui sont super importants. Ce sont des événements qui sont hyper populaires en plus, même si on peut attribuer une partie de leur popularité au fait que on n'a pas grand chose d'autre que ça, donc on est vraiment très hypé quand il y a des gens qui proposent des projets comme ça. Une autre initiative qu'on peut citer, c'est aussi celle du Bar à Gwyn, qui est il me semble un bar itinérant qui essaye en gros de réunir des lesbiennes dans des villes différentes. Je sais qu'à Lille j'en ai assisté à 2, donc en général on se rend dans des locaux associatifs et tout, et c'est une sorte de soirée lesbienne en général qui est organisée, et ça peut être un lieu de rencontre dans des espaces où il y en a assez peu en fait, parce que comme je disais à Lille, à part le Bar à Gwyn, finalement on n'a pas vraiment d'autres initiatives, ou en tout cas pas à ma connaissance, de bars, de soirées lesbiennes ou d'événements lesbiens quoi. Dans leur travail Un droit à la ville, réseau virtuel et centralité éphémère des lesbiennes à Paris, Nadine Caton et Anne-Claire Val expliquent que les initiatives comme ces événements éphémères construisent des lieux référents pour les lesbiennes en participant à la formation d'une identité lesbienne et courent donc à la structuration d'un milieu lesbien même multiple et fragmenté. Selon elle, les soirées lesbiennes tissent un réseau de lieux éphémères à travers lesquels les lesbiennes se ménagent un accès à la ville qui leur permet d'investir tout autant des lieux hautement symboliques des beaux quartiers de l'ouest parisien que des lieux situés aux avant-postes du front de gentrification, bien au-delà du seul territoire homosexuel du Marais gay. On aura donc vu ensemble les grandes lignes de l'histoire des bars lesbiens occidentaux et les raisons de leur disparition. Et je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo, genre je vois que la caméra n'a plus de batterie quasiment, il faut que je finisse vite, mais je suis vraiment extrêmement contente d'avoir tourné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris beaucoup de choses et qu'elle vous aura aussi donné envie en fait de plonger plus profondément dans l'histoire lesbienne en général, ou l'histoire des bars lesbiens, mais aussi donner envie de participer à des événements ou de créer en fait tout simplement des événements pour tout simplement vraiment recréer une culture lesbienne et retrouver ce sens de la communauté qu'on a pu avoir auparavant. Moi personnellement c'est l'un des projets qui me... genre un projet très lointain mais qui me tiendrait trop à cœur en fait de vraiment créer un bar lesbien et le tenir, pourquoi pas à Lille. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose en tous les cas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ça vous a plu et à aller voir la vidéo sur les butch si vous voulez d'autres informations sur la culture lesbienne. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là et je vous dis à bientôt.